Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le gouvernement décide de résilier le contrat avec Ecomove. Depuis l'abandon de l'écotaxe il y a 2 semaines, l'exécutif étudiait les solutions juridiques pour rompre les liens avec cette société. Une rupture qui aura forcément un coût pour l'État qui pourrait s'élever à plus de 800 millions d'euros. L'analyse ce soir de notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Après la reconnaissance de l'État de Palestine par la Suède, Israël répond et décide de rappeler son ambassadeur à Stockholm. La Suède est le premier pays occidental à reconnaître le statut d'État à la Palestine. Le président Mahmoud Abbas évoque une décision courageuse. Et puis, plus légèrement ce soir, nous fêterons les 20 ans d'un salon devenu incontournable, celui du chocolat qui se tient en ce moment, porte de Versailles à Paris. Et vous êtes très nombreux à vous y rendre pour le plaisir des yeux et des papilles. Le chocolat roi, on en parle avec le grand pâtissier Pierre Hermé. Il est mon invité pour l'entretien du jeudi soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et avant de développer tous ces titres, on va évoquer ce soir la situation et la confusion qui règne au Burkina Faso. L'histoire s'accélère après une journée d'émeute. Le chef de l'armée annonce la dissolution de l'Assemblée et la formation d'un gouvernement de transition. De son côté, le très contesté président Compaoré souhaite ouvrir des négociations avec l'opposition. Mais les tensions sont extrêmement vives ce soir. Paris appelle toutes les parties prenantes au calme et nous reviendrons bien sûr sur cette actualité dans la suite du journal en fonction de l'évolution de la situation ce soir. Retour en France à présent avec les décisions du gouvernement de résilier le contrat avec Ecomove, cette société chargée de la mise en place et de la collecte de l'écotaxe qui a été abandonnée, vous le savez, il y a 2 semaines. Reste à savoir à présent quelle sera la facture pour l'État. Les détails avec Paul Bouffard. Bureau 614 au Sénat. Marie-Hélène Deségaux s'apprête à entrer dans l'arène. Dans quelques minutes, l'ancienne présidente de la commission d'enquête Ecomove interpellera le gouvernement sur la résiliation éventuelle du contrat de l'écotaxe. Je veux éviter que le gouvernement reste dans un flou, que le gouvernement essaie de s'en tirer avec, je dirais, un tour de passe-passe, comme il a fait un peu avec Bruxelles. Hein, je veux que devant nous, il ait vraiment la franchise de son action. Vous me suivez ? Demain, 31 octobre, c'est la date butoir. Le contrat stipule que si l'État résilie après cette date, il devra 800 millions d'euros immédiatement à la société Ecomove, en charge à l'origine de collecter la taxe. Les parlementaires veulent savoir, alors la question est directe. Je voudrais revenir sur la saga de l'écotaxe. Allez-vous vers une résiliation du contrat par voie contractuelle d'ici demain, 31 octobre, parce que c'est demain, cette date résulte du protocole que l'État a signé cet été avec la société Ecomove. Le gouvernement a décidé de résilier le contrat de partenariat conclu avec Ecomove le 20 octobre 2011. Résiliation. Pour l'État, il y a encore des zones d'ombre sur la constitutionnalité du contrat. À la sortie, la saga écotaxe est relancée. On avait un cadre aujourd'hui pour le principe de pollueur-payeur sur les routes de France. Ségolène Royal a pris la responsabilité d'arrêter l'ensemble du dispositif. C'est sa responsabilité. Ça coûte probablement plusieurs milliards d'euros à la France. Des risques totalement assumés par la ministre de l'écologie. Et ça va être discuté justement au regard du bien fondé d'un certain nombre de dispositifs du contrat initial. Au moins 800 millions d'euros. Non, pas du tout. Pas du tout, mais ce chiffre a été agité depuis des mois pour empêcher l'État de prendre ses responsabilités. Au même moment, les salariés de la société Ecomove étaient reçus au ministère de l'écologie par un simple conseiller. Ce soir, les 210 employés restent dans l'incertitude. La réforme territoriale dans tous ses États, le Sénat vote sa carte à 15 régions contre l'avis du gouvernement. Les sénateurs se sont notamment prononcés pour une Alsace indépendante et contre la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Le tout au terme d'une journée marquée par des tensions et de vifs débats, chacun voulant défendre sa vision idéale de la carte. Et puis simplification, acte 2, le grand chantier engagé par François Hollande pour simplifier les démarches des entreprises a franchi un nouveau cap aujourd'hui. 50 nouvelles mesures ont été annoncées. On fait le point avec Quentin Calmet.
18 mois après l'annonce d'un choc de simplification, l'exécutif accélère et présente de nouvelles mesures. Ambition, alléger les procédures de l'administration et ainsi par exemple relancer la construction et les embauches. Une manière de faire de la croissance, c'est de permettre que des projets qui devaient se faire dans 2 ans puissent se faire tout de suite. Parmi les mesures mises en place, simplifier les démarches pour construire des logements et de grands projets avec une étude d'impact unique. Ainsi, les délais pour obtenir un permis de construire seront réduits. Des délais longs ne sont pas garants d'une bonne concertation. Et que ce n'est pas parce que vous mettez beaucoup de temps à faire un projet que vous concertez bien la population. Je pense qu'il faut changer la façon d'associer le public à des grandes infrastructures, donc changer la nature de l'organisation des enquêtes publiques, et on aura moins de protestations après les décisions. Les élus UMP, de leur côté, avouent leur scepticisme. Le gouvernement s'est trompé déjà avec la loi Allure, qui ne fonctionne pas. On voit bien à quel point les professionnels de l'immobilier sont sinistrés aujourd'hui et que les mises en chantier de logements ont diminué et ne décollent pas à l'heure qu'il est. Néanmoins, quand il s'agit de réduire les délais de construction, les professionnels vont être intéressés, mais les collectivités également. Parmi les autres mesures censées simplifier la vie des entreprises, une déclaration fiscale simplifiée, mais aussi une carte d'identité nationale de l'entreprise permettant une meilleure cohésion des services de l'État et la dématérialisation des formulaires via Internet. Cette simplification devrait permettre de réaliser plus de 11 milliards d'euros d'économies d'ici à 2016. Les conditions de livraison d'un premier navire Mistral à la Russie ne sont pas réunies après l'annonce hier d'un haut responsable russe confirmant cette livraison. Paris dément et temporise aujourd'hui. On fait le point avec Mounir Soussi. La partie de poker menteur se poursuit entre Paris et Moscou. La Russie met la pression en annonçant la livraison du porte-hélicoptère Vladivostok pour mi-novembre, une manière d'inciter François Hollande à dévoiler son jeu. Le président français avait joué la montre en repoussant sa décision à fin octobre. Le temps est écoulé, la Russie s'impatiente, un comportement contre-productif pour cet ancien ministre de la Défense. C'est parfaitement maladroit parce que la Russie a besoin de tout sauf de bruit dans cette affaire. En bousculant les feux, M. Poutine, si c'est lui, n'arrange pas sa situation. Le sort de ce contrat est lié à la situation en Ukraine. La victoire des pro-occidentaux législatives ce week-end marque l'amorce d'une stabilisation politique. Mais la Russie a accueilli ces résultats par une provocation en annonçant que Moscou reconnaîtrait les résultats des élections organisées par des séparatistes pro-russes ce week-end dans l'est de l'Ukraine. Un mauvais signal. Les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour livrer le Mistral. Les conditions, c'est quoi? C'est qu'en Ukraine, nous soyons dans un dispositif qui va vers la normale, qui permette de détendre les choses, qui fasse que la Russie joue un rôle positif. Alors, d'un certain point de vue, ça va mieux. D'autres points de vue, il y a encore des inquiétudes. Donc aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Ce jeu diplomatique peut avoir des conséquences en cascade. La non-livraison du Mistral coûterait 1,2 milliard d'euros à la France et à Saint-Nazaire, 300 emplois sont sur la sellette en attendant la confirmation de la construction du second navire destiné à la Russie. Voilà, et en réservant sa réponse sur la livraison des navires Mistral, l'État français s'expose à des pénalités si Moscou décidait de porter plainte pour non-respect d'un contrat signé en 2011. Et le gouvernement, sur un autre sujet, va aussi payer la facture dans le dossier Ecomove. On en parle avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors d'abord le dossier Ecomove, Jean-Louis. Avec ce contrat résilié, est-ce que c'est la fin du feuilleton de l'écotaxe ? C'est pas un point final, je pense, c'est surtout un gros point d'interrogation. Alors l'histoire remonte à 2008 avec l'équipe de M. Sarkozy qui met en place l'écotaxe, c'est-à-dire tous les camions qui pèsent plus de 3,5 tonnes sur 30 000 km de route paieront une taxe chargée de financer des infrastructures alternatives à la route. Et il devrait entrer au 1er janvier 2013. Arrivent les socialistes en 2012, ils voient qu'il y a des problèmes techniques et surtout des problèmes politiques. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils reportent au 1er janvier 2014 cette taxe. Et puis il y a toutes les manifestations en Bretagne, ça fait vraiment une grande pagaille en Bretagne notamment, et donc à partir de là, on décide de suspendre l'écotaxe. Premier thème, on suspend l'écotaxe. Arrive Madame Royal qui voit que ça continue et dit non, on ne suspend pas, on abandonne l'écotaxe. Et là, on entre dans une nouvelle formule qui est la résiliation du contrat écotaxe. Et la différence est importante et on l'a vu tout à l'heure dans le débat au Sénat. Parce qu'une sénatrice dit, vous allez payer les amendes.
Pas exactement. D'ailleurs, Mme Royal a nié le fait qu'il y aurait les 800 millions d'euros d'amende à payer. Pourquoi? Quelle est la différence entre l'abandon et la résiliation? L'abandon, effectivement, c'est une partie unilatérale du contrat qui dit « moi, je ne veux pas payer ». Et effectivement, il y a à ce moment-là des amendes à payer. Quand on résilie le contrat, qu'est-ce que dit le gouvernement français? Il dit « ce contrat n'était pas conforme à la Constitution française, donc il n'est pas légal. Donc je n'aurai pas à payer les amendes ». Ce qui veut dire que le gouvernement semble avoir choisi la procédure judiciaire, ce qui va nous reporter extrêmement loin. Et si on perd, je ne vois pas d'ailleurs comment on va démontrer que ce n'est pas conforme à la Constitution, parce que pourquoi même les députés socialistes ont voté un texte qui n'était pas conforme à la Constitution, ça va nous reporter très loin et c'est pas sûr qu'on sorte gagnant de cette affaire. Et est-ce que le contrat sur les navires Mistral, Jean-Louis, peut subir le même sort? Oui, mais en plus compliqué encore. En plus compliqué. Alors là, c'est un contrat qui remonte à 2011, toujours signé par M. Sarkozy. Livraison de 2 Mistral, c'est-à-dire des navires porte-hélicoptères, à partir du 1er janvier 2015. Et là arrivent non seulement les socialistes en 2012, mais l'affaire ukrainienne. Et le gouvernement français dit « Oh, je suspends le contrat ». Il suspend le contrat, mais les travaux sur les Mistral continuent à Saint-Nazaire. Et hier, on apprend que les Russes nous disent « Rendez-vous le 14 novembre pour fêter ensemble la livraison comme prévu au 1er janvier 2015, vodka et caviar à volonté, champagne et foie gras, etc. » Et M. Sapin vient de nous dire « Attendez, pas du tout, on n'a pas encore décidé. » Ils n'ont pas décidé, mais ils ont signé. Et les Russes disent « Si à partir du 1er janvier 2015, vous ne nous livrez pas le Mistral, 1 million d'euros chaque jour de pénalité. » Ah oui, c'est une affaire d'une autre dimension. 5 milliards d'euros de demandes de dédommagement, démantèlement des navires parce qu'on veut récupérer les parties russes à l'intérieur. Donc, visiblement, écotaxe et Mistral, la France n'a pas de chance avec ces contrats. Merci beaucoup Jean-Luc Gombault pour votre analyse. La suite du 22h et dans un instant, on va fêter un anniversaire. C'est le bel âge, 20 ans pour un rendez-vous devenu incontournable. Le Salon du Chocolat célèbre sa 20e édition et on va en parler avec le maestro du chocolat. C'est le grand pâtissier très médiatique Pierre Hermé. Il est l'invité du grand entretien du 22h. C'est à suivre après le tour de l'info en France et dans le monde présenté par Agathe Pécastin. Regardez. Comme vous le savez, le président Xavier de Villepin a consacré toute sa vie au rayonnement international de la France. Le Sénat a rendu hommage à l'ancien sénateur Xavier de Villepin. Le père de Dominique de Villepin et ancien membre de la Commission des Français de l'étranger s'est éteint à l'âge de 88 ans. C'est une une qui va coûter 10 000 € d'amende au journal Minute. Tel est le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, avait été comparée à un singe. La couverture tristement célèbre a été considérée comme une injure à caractère raciste. Une peine insuffisante pour les associations. Ce n'est absolument pas dissuasif, ce n'est pas proportionné à l'ampleur de l'incitation à la haine raciale qui a été commise, ça n'est pas proportionné aux dégâts que cela cause dans la société française. EDF porte plainte. Depuis le début du mois d'octobre, au moins 7 de ces centrales nucléaires ont été survolées par des drones. Des opérations sans conséquence sur la sécurité des sites, mais qui n'ont toujours pas été revendiquées. Greenpeace, qui a déjà réalisé ce type d'action, nie toute implication. Jérusalem s'enflamme. Les raisons de la colère, la tentative d'assassinat d'un important extrémiste juif et la mort de son agresseur présumé, un militant islamiste. Depuis, les forces israéliennes tentent de contenir les tensions entre Palestiniens et activistes juifs d'extrême droite. Fait rarissime, Israël ferme l'esplanade des mosquées craignant des violences. Des manifestants juifs tentaient de s'introduire sur les lieux. Le grand entretien du jeudi 22h avec notre invité ce soir, c'est le grand pâtissier et magicien du chocolat, Pierre Hermé. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, on est vraiment ravis de vous accueillir. Alors le Salon du Chocolat fête en ce moment un bel anniversaire, c'est 20 ans, c'est le bel âge. Est-ce que ce rendez-vous pour vous c'est devenu une institution, un rendez-vous incontournable qui attire d'ailleurs de plus en plus de monde et un très large public? C'est un rendez-vous incontournable pour le public parce que on trouve au Salon du Chocolat beaucoup des grands artisans français et internationaux. Et puis les industriels aussi qui proposent leurs nouveautés ou leurs produits. Donc
on trouve de tout au Salon du chocolat. Chacun s'expose un petit peu, oui. Oui. On expose ce qu'on sait faire. Il y a aussi beaucoup de cérémonies, de happening, comme on dit, d'ateliers gourmands. Est-ce que le chocolat, cet ingrédient, se prête justement à cette mise en scène, à ces cérémonies, plus qu'un autre ingrédient? Alors le chocolat peut être façonné aussi de plein de façons. Il se travaille, on peut le sculpter, on peut le mouler, voilà, on a quelques exemples ici. C'est une matière formidable qu'il faut apprendre à apprivoiser. Pour en maîtriser tous les aspects, parce que c'est une matière très particulière. Apprivoisé d'ailleurs, le chocolat apprivoisé, voilà, je montre ce petit livre, vous avez la gentillesse de nous apporter. Alors, le chocolat, on lui prête vraiment beaucoup de bienfaits. On dit qu'il est, c'est un ingrédient anti-fatigue, anti-stress, anti-déprime. Je lis même que c'est un aphrodisiaque. Franchement, est-ce qu'on lui prête pas trop de bienfaits, ce chocolat? En tout cas, le chocolat procure beaucoup de bonheur. Ça, oui. c'est une évidence, soit pour moi de le travailler et d'en faire des gâteaux, des macarons, des chocolats, des bonbons au chocolat, ou pour celui qui le goûte, parce que quand le chocolat est bon, il y a plein d'arômes, il y a des goûts plus ou moins amers, ou alors dans le chocolat au lait aussi, il y a ce petit goût caramélisé, c'est délicieux. Donc le chocolat procure beaucoup de bonheur. Après, certainement d'autres bienfaits, mais que je ne maîtrise pas. Vous dites que le chocolat, ou plutôt la chocolaterie, c'est un don de soi. Comment vous le vivez, Pierre Hermé, quotidiennement, j'allais dire? Est-ce que c'est une quête perpétuelle de créativité, d'originalité? Vous recherchez chaque jour les sources d'inspiration pour trouver la dernière originalité? Alors, il y a d'abord un travail sur la matière, donc rechercher les meilleures matières, les meilleures origines. Ça, je le fais avec notre partenaire fabricant de chocolat qui est Valrhona. Et puis ensuite, le travail du chocolatier, c'est de transformer cette matière, ce chocolat, pour en faire des bonbons, soit classiques avec une ganache toute simple, ou alors avec du praliné, des combinaisons entre ganache et pâte de fruits. Enfin, et puis, ces ganaches, on peut les aromatiser. À la framboise, aux fruits de la passion, ou avec des épices ou des herbes, on obtient des choses très différentes. Et moi, j'aime bien toujours, quand on mange un bonbon au chocolat... Racontez, comment on doit manger un bonbon au chocolat? En fait, c'est bien quand on est comme nous sommes là, au calme. Oui. On peut le déguster. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au départ, on a un fort goût de chocolat. Après, on passe par des phases où il y a les autres ingrédients qui prennent un peu le pas. Et quand on a fini de déguster, il nous reste en bouche une très belle impression de chocolat. C'est ça qui est important. C'est un feu d'artifice. Voilà. C'est une architecture du goût. J'ai lu vos différents portraits avant de réaliser cet entretien. Et j'ai lu vos différents surnoms, enfin ceux qu'on vous donne dans la presse. Alors j'ai lu en vrac, le Picasso de la pâtisserie, le maestro du chocolat et tant d'autres. Je veux dire, et vous, comment vous vous définissez? Moi, je suis pâtissier, donc je crée des gâteaux, je crée des glaces, des macarons, des bonbons au chocolat. C'est ça mon métier, c'est comme ça que je me définis et que je ressens un pâtissier, mon métier. Un artisan d'abord qui travaille la matière? Oui, et un artisan qui crée des choses, qui crée des goûts et des sensations pour faire plaisir. On les reconnaît suffisamment, nos artisans, en France. Alors vous êtes à un niveau évidemment qui est exceptionnel et international. On va en parler parce qu'on aide suffisamment nos artisans qui sont l'excellence française. Vous savez que les artisans chocolatiers français exportent très bien leur savoir-faire, que ce soit au Japon, à Hong Kong, dans d'autres pays. Notre maison est présente dans différents pays. Et on a un certain succès à l'étranger, ou en Corée, ou en Thaïlande. Oui. Je crois que le chocolat français s'exporte bien et le talent des chocolatiers français s'exporte bien. Alors, il s'exporte bien le chocolat français, il se mange beaucoup. Il y a un vrai engouement en France. J'ai lu une étude, un sondage. Alors, près de 80% des Français en consomment et ils avouent en consommer au moins une fois par semaine. Ils avouent en consommer, Pierre, mais je crois que quand on dit ça, c'est qu'ils doivent en consommer plus, non? On cache un petit peu notre consommation de chocolat. Alors moi, je peux vous avouer que j'en consomme plus d'une fois par semaine, presque tous les jours. Donc, c'est par plaisir ou c'est pour goûter les... Non, c'est par plaisir. Moi, je dis toujours, je goûte du chocolat au lait par gourmandise et le chocolat noir pour le plaisir de la dégustation.
Et effectivement, j'aime bien regoûter, même des choses que j'ai goûtées 100 fois, parce que suivant l'état d'esprit... Oui, avec qui vous êtes, où vous êtes. Voilà, on perçoit des choses différentes. D'ailleurs, vous m'avez dit tout à l'heure, on est au calme, c'est le moment de manger du chocolat. Est-ce qu'il y a des moments particuliers? Est-ce que vous nous conseillez de manger du chocolat à un moment particulier pour être plus, je ne sais pas, réceptif à ce dont vous avez parlé tout à l'heure, ce feu d'artifice gustatif? L'idéal pour consommer du chocolat, c'est qu'il faut être un peu en appétit. Comme nous l'avons au calme, à température ambiante, pas trop chaud ni trop froid. Parce que le chocolat, il doit être lui-même tempéré, 22 degrés, c'est bien. Et puis, mais surtout être détendu. On pourrait en manger donc maintenant. Voilà. Pierre Hermé, je le disais, c'est un nom, c'est vous, c'est aussi une maison. Pierre Hermé Paris, c'est une grande maison et un grand groupe qui est à l'international. Il y a près d'une quarantaine, 36 ou 37 points de vente à l'étranger. Vous êtes évidemment un acteur de l'économie. Comment vous percevez, vous voyez la situation de notre pays, vous qui êtes un grand groupe, qui embauchez évidemment et qui investissez? Alors, c'est vrai que nous avons la chance de recruter des talents. Et de recruter chaque année au moins une cinquantaine, de créer une cinquantaine d'emplois dans la maison, que ce soit en France ou à l'étranger. Et on est très fiers de cette avancée permanente. Et on y travaille beaucoup. C'est notre principale occupation, c'est proposer des choses différentes, nouvelles, qui font plaisir à ceux qui viennent, qui franchissent le pas des boutiques Pierre Hermé Paris. C'est sûr que vous donnez du plaisir. C'est de la haute. Vous dites que c'est de la haute pâtisserie, comme de la haute couture ou du luxe. Est-ce que vous aussi, comme la haute couture, vous êtes épargné par la crise ou par les effets et les conséquences de la crise? Alors, cette idée de pâtisserie haute couture... vous n'aimez pas cela? En fait, moi, je l'ai appelé haute pâtisserie, oui. Et c'est vraiment un terme que j'ai inventé avec mon associé Charles Znati pour distinguer d'autres formes de pâtisserie et pour faire valoir quelque chose qui est différent, tant par la qualité du produit que par la qualité du service ou la qualité de l'environnement et des packaging. Et est-ce que vous êtes touché par la crise? Est-ce que cette haute pâtisserie, comme vous l'appelez, est impactée? Par le travail de formation qu'on fait auprès des vendeurs, vendeuses, on échappe un peu à cette crise parce que nos vendeurs, nos vendeuses proposent aux clients des choses, ils sont très actifs et font déguster. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas affecté par la crise environnante. Mais c'est toujours des situations temporaires, on ne sait jamais de quoi demain va être fait. Bien sûr. Alors Pierre Hermé, vous avez parlé de dégustation. On a obligé notre journaliste Cécile Cixous, on n'a pas eu besoin de beaucoup l'obliger, à aller justement dans le salon du chocolat pour vérifier le bon du moins bon chocolat, comme on dit. Regardez ce reportage. On n'en mange pas souvent des comme ça. Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, ne vous détrompez pas lorsque vous mangez l'un de ces chocolats. Sa composition est extrêmement précise. En 2000, l'Europe a posé des règles pour obtenir le titre de chocolat. Le produit doit contenir un pourcentage minimal de cacao, une garantie de qualité pour les consommateurs. Ça garantit que dans n'importe quel pays d'Europe, les chocolats ont une qualité toujours équivalente. Donc ce sont des critères bénéfiques pour les fabricants et également pour le consommateur en termes de qualité des produits et en termes de qualité du chocolat. Dans les allées du salon, les artisans en revanche sont plus prudents. Aussi en France qu'en Belgique, c'est important que le chocolat est fait avec que du beurre de cacao, pas d'autres graisses végétales. Parce que là, ça vraiment descend la qualité et c'est pas correct. Si on dit c'est chocolat, ça va être fait avec des fèves de cacao et pas avec l'huile de palme ou l'huile d'olive. L'huile de palme ou l'huile d'olive, ces matières grasses réduiraient la qualité du chocolat. Il aurait fallu trouver un autre nom pour que le consommateur puisse se dire, voilà, j'achète du chocolata, c'est avec des graisses végétales, et garder la valeur du mot chocolat en se disant, j'achète du chocolat, et bien là, je suis sûr que c'est du pur beurre de cacao, la pure matière grasse du chocolat. Donc, méfiance quand vous achetez du chocolat, ne vous fiez pas qu'à vos papilles, regardez aussi les étiquettes. Oui, il faut toujours se méfier. Il faut regarder les étiquettes. Vous êtes d'accord, il y a vraiment un très bon chocolat et puis un chocolat un peu moins bon forcément? Alors, les étiquettes donnent des indications sur certaines
sur la composition, sur l'amertume, on voit marqué 70% de cacao. Alors qu'est-ce que ça veut dire 70% de cacao? Ça veut dire que il y a une partie de beurre de cacao et une partie de masse cacao, donc la partie qui donne le goût. Mais ça n'indique pas combien il y a de beurre, combien il y a de masse cacao. Donc en principe, 70% de cacao, ça veut dire amer. Mais s'il y a plus de beurre de cacao, ça va être moins amer. C'est très clair, on a retenu, oui. Puis le restant, c'est du sucre, parfois de la vanille, et puis parfois de la lécithine, qui est un agent qui régule la texture du chocolat. Parce que le chocolat, comme je disais tout à l'heure, il faut l'apprivoiser parce qu'il a des particularités physiques propres. Et il faut travailler les températures, il y a des courbes de température à respecter. C'est pour ça qu'il faut être un peu magicien. Il faut l'apprivoiser. Pierre, mais il y a le chocolat, il y a aussi évidemment tout le reste de l'actualité. Comme tous les jeudis, on fait réagir notre invité à la semaine d'actualité qui est croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Regardez les dessins et puis on vous en choisirez un juste après. C'est une semaine d'actualité croquée en dessin. Qu'est-ce que vous avez retenu? Il y avait pas mal de dessins sur justement l'art en ce moment. Il y a eu des expositions un peu controversées. Il y a eu une incroyable effervescence artistique. Est-ce que le chocolat peut s'exposer aussi? Oui. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai très envie d'aller voir cette expo de McCarthy à la Monnaie. Parce que ça m'intéresse. Il paraît que quelqu'un m'a expliqué qu'il y avait une machine qui moulait ces fameux sujets en chocolat. Donc ça m'intéresse d'aller voir comment McCarthy a interprété le chocolat. Quelles sont vos sources d'inspiration justement? Il y a les voyages, je l'ai lu, peut-être aussi l'art, la littérature? En fait, les sources d'inspiration sont diverses, mais avant tout, c'est l'ingrédient qui m'inspire. Et puis après, ça peut être une conversation avec vous, ça peut être une image que je vois. Il peut y avoir un macaron après notre entretien. Oui, mais par exemple, il y a quelque temps, je faisais un gros travail sur le goût du café. Et puis j'ai un ami qui m'a dit, mais est-ce que dans le café, tu as mis un peu de fleur d'oranger comme on fait chez moi? Alors je dis, ah ouais, c'est pas mal. Et du coup, ça m'a fait réfléchir et j'ai fait un macaron que j'ai appelé Jardin du Sultan avec café, fleur d'oranger et compote d'orange. Du coup, vous voyez, quand je parle d'une discussion, ça illustre. En tous les cas, on a remarqué, Pierre Hermé, que vous, le chocolat et évidemment la pâtisserie, c'est une histoire d'amour qui n'est pas prête de se terminer et on est ravis. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On va présenter évidemment votre livre dont on a vu de larges extraits. Le voici, magnifique avec les images qu'on a vues. On était ravis de vous accueillir. Merci encore. De votre accueil. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien sûr lundi avec plaisir. Belle et douce nuit à vous.